Deuxième syndicat à la SNCF, au-delà du symbole, diriez-vous que la mobilisation est toujours aussi forte 2 mois après la présentation du texte par la Première ministre Elisabeth Borne? Quand on regarde les temps forts auxquels on a appelé, qui étaient prévus par l'intersyndicale, on reste à des niveaux de mobilisation sans doute inégalés depuis 40 ou 50 ans de l'histoire sociale, et même le comptage de la préfecture mardi disait que ça avait battu un record. Et on sent que cette mobilisation qui est très installée, très profonde, très ancrée, en effet dans ce money time pour le débat et le conflit sur les retraites. Donc ce moment crucial. C'est ça, est en train de prendre des formes différentes, avec des grèves reconductibles. Vous avez parlé de la RATP, de la SNCF, il y a aussi la RATP, il y a le secteur de l'énergie, et il y a aussi des mobilisations de ceux qui ne peuvent pas être en grève et qui vont faire des manifestations le soir, qui vont participer à des actions. Donc il y a une ébullition du mouvement social, et il y a des temps forts également, puisqu'on a rendez-vous samedi 11 et mercredi 15 pour deux nouveaux temps forts, tous ensemble avec l'ensemble des professions et des catégories professionnelles. Mais pour ceux qui sont en grève reconductible, on a parlé de la SNCF, il y a également la RATP, où là aussi vous êtes très fort, deuxième syndicat. Demain, le trafic est quasiment normal dans les transports parisiens. Est-ce que c'est pas un petit signe d'essoufflement? Non, je crois pas, parce qu'il faut pas... le gouvernement, en tout cas, se rassurerait à bon compte en le pensant. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une réforme aussi mal préparée, aussi mal expliquée, et malgré leur tentative d'explication et de pédagogie, qui finalement a été très bien comprise par les Français. Et quand on a 7 Français sur 10 et 9 actifs sur 10, qui, après 2 mois d'explication et 2 mois de mobilisation, continuent à dire « on ne veut pas de ce projet », ça veut dire que la colère est profonde, elle est durable, elle s'additionne sans doute à d'autres préoccupations, et pas seulement celui des retraites, parce que le dossier des retraites pose d'autres problèmes. Il pose le problème des niveaux de salaire, il pose le problème des conditions de travail, il pose le problème de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il pose le problème des fins de carrière, du sort qu'on fait aux seniors en fin de carrière dans notre économie. Donc il y a beaucoup de sujets où les Français ont l'impression qu'il y a depuis plusieurs années mal donne dans la répartition des richesses, et mal donne dans les efforts que l'on demande pour notre système de protection sociale. Donc il y a un sentiment très puissant qui continue à exister et qui se manifestera dans ces temps forts dans les jours qui viennent. Et donc vous n'avez pas peur que le mouvement aujourd'hui s'étiole? Non, je ne le crois pas. Il est logique, surtout certains secteurs qui ont beaucoup donné ces dernières années pour des conflits localisés, notamment la RATP, il est logique qu'il y ait parfois des concentrations sur des moments un peu plus forts. Donc il y aura le 11, il y aura le 15. Donc non, je suis pas du tout inquiet de cette mobilisation parisienne. L'intersyndicale a écrit une lettre au président de la République, Emmanuel Macron, un courrier que les syndicats ont rendu public aujourd'hui. Quelle réponse avez-vous obtenue à ce courrier aujourd'hui? Pour l'instant, rien, et ça nous inquiète parce que... Vous l'avez envoyé hier, le courrier. Oui, mais on a déjà eu des bribes de réponses préalables de la part de la Première ministre et dans les débats publics. Et donc, la Première ministre vous a renvoyé vers le ministre en charge des retraites. Oui, on voit bien que ce gouvernement est très handicapé. Je pense que le président qui a voulu cette réforme fait un mauvais sort à son gouvernement et à sa majorité, avec une réforme aussi contestable et très contestée, injuste, difficilement justifiable. Les Français ont bien compris qu'il y avait d'autres solutions pour assurer l'équilibre financier des retraites qu'on pourrait trouver. Mais comment est-ce que vous interprétez ce silence ? Vous n'avez pas été reçu, hein? Non, je ne sais pas. Je veux garder la dignité du mouvement qu'on représente face parfois à des phrases malheureuses de la part de la majorité et du gouvernement. Mais j'ai l'impression que le président de la République est d'une certaine façon coupé de la réalité, et que l'attitude qu'il fait va conduire finalement à une attitude qui peut s'apparenter à du mépris. Et quand on a un mouvement populaire massif, profond, aussi puissant, aussi nombreux, lorsque 7 Français sur 10, 9 actifs sur 10, portés par une intersyndicale pacifique, respectueuse des biens et des personnes, lui donne un message, la légitimité de ce mouvement social qui complète dans la démocratie élective, le moindre du chose, c'est de lui parler. Donc j'espère qu'il va nous répondre. Sinon, le mot mépris peut se transformer en colère froide et explosive. Et je crois que le mot explosif, on l'a mis dans la lettre. Vous avez écrit, pour nos organisations, cette absence de réponse constitue un grave problème démocratique. Oui, parce que on ne peut pas être le président moderne qui voulait faire autrement et finalement reprendre les recettes du passé.
Et quand vous regardez la crise des Gilets jaunes... C'est à ça que vous pensez quand vous parlez de colère froide. Pendant quelques semaines, a rassemblé 10 à 15 à 20 fois moins de personnes que les temps forts de cette intersyndicale, avec des corps intermédiaires qui sont là, y compris pour filtrer les colères, pour leur donner un débouché réel. Lorsque vous avez ce mouvement qui parfois a été violent, a débouché à céder 15, 17 milliards d'euros, le président de la République veut laisser quoi comme trace ? Celui du président qui cède face à des violences et pas face à un mouvement populaire massif et soutenu par les 3/4 des Français et les 9 actifs sur 10. Ça serait un signe démocratique terrible, ça mine et la cohésion sociale et la cohésion démocratique. Il y aura des rebonds derrière cette crise. J'espère qu'on va gagner. On peut gagner le retrait de ce projet. On peut repartir d'une feuille blanche. Je l'appelle à la raison et à la responsabilité. Sinon, il y aura des rebonds sociaux, des rebonds démocratiques. Et malheureusement, on le sait, ça nuira aux performances économiques de notre pays. Donc, c'est perdant-perdant comme attitude. Les prochains temps forts, c'est donc ce samedi, puis mercredi prochain, le 15 et après. Alors après, on verra, parce qu'il y aura la commission paritaire mixte. Le 15. Mais on voit bien qu'il y a des fragilités dans cette loi. Donc d'abord, le président de la République, ça fait 2 mois qu'on lui laisse une chance. Il a encore quelques jours devant lui pour revenir à la raison. Mais si jamais il s'entête, il y a beaucoup de fragilité. Il y a une fragilité démocratique que j'ai décrite à travers le soutien massif à cette contestation. Et il y a une fragilité constitutionnelle parce que le véhicule législatif choisi, un projet de loi de finances rectificatif, théoriquement, il doit changer la loi de finances en cours. Il ne peut pas gager des modifications profondes des lois de finances qui viennent, des années qui viennent. Et donc, il y a une fragilité constitutionnelle. Donc, ça se trouve, il aura fait tout ça pour se voir retoquer son projet par le Conseil constitutionnel. Donc, pour l'instant, et tant qu'il ne bouge pas, on portera la colère des Français en essayant de la canaliser pour gagner le retrait de ce projet et pour faire exprimer la dignité, la fierté des travailleurs et des travailleuses. Merci beaucoup Laurent Escure, secrétaire général de l'UNSA, invité Écho de France Info ce soir.